Pas avoir deviné que tu prenais l'appartement pour un bordel. Quand toi tu baises, c'est correct, mais quand moi je fais l'amour, c'est obscène. C'est pas obscène, c'est trop. Il me semble que tu pourrais te contenter d'être en vie, non? Excuse-moi, excuse-moi. C'est pas facile de vivre avec toi, tu comprends-tu? Moi, je suis prête à te faire manger. Je me suis même habituée à te laver. Je suis tout le temps là, mais là... Mais c'est quoi? Il va falloir que je t'aide à baiser en plus. Pourquoi elle comprend pas? On croit souvent que les gens ont plus de sexualité après soit une lésion à la moelle épinière ou après avoir vécu un handicap, que ce soit depuis la naissance ou suite à un accident. Mais au contraire, ces gens-là ont encore une sexualité qui peut être plaisante. Et souvent, il y a beaucoup de stéréotypes et encore de tabous dans la société qui font en sorte qu'on les infantilise et on les traite comme s'il n'y avait pas ces droits-là. Ils ont besoin d'amour, ils ont envie d'aimer, ils ont envie de séduire. Donc, c'est les mêmes besoins que tout le monde. Il ne faut pas penser qu'ils sont différents. Je suis une personne quadriplégique. J'ai eu un accident de travail quand j'avais 15 ans avec un tracteur. Je suis paralysé depuis ce temps-là. Étant donné que j'avais 15 ans, j'avais pas encore eu d'expérience sexuelle au complet. C'est sûr que ça me préoccupait. Surtout que j'avais peur de décevoir un partenaire, de pas être à la hauteur et d'être bien gêné de ça. Là. Selon quelle vertèbre a été brisée, la moelle va être atteinte à différents niveaux. Et plus c'est haut, plus c'est proche du cerveau, plus ça va affecter beaucoup. Parce qu'en fait, la moelle épinière, c'est la continuation du cerveau. C'est comme si on coupait le fil plus haut, si on avait une blessure plus haut. On parle de tétraplégie quand c'est dans les vertèbres du cou, puis on parle de paraplégie quand c'est en bas du cou. Quelqu'un qui, en principe, ne sent pas du tout et n'a pas de force du tout dans ses jambes ou dans sa région sexuelle, il peut quand même y avoir des érections. Ou chez la femme, avoir de la lubrification ou le gonflement des organes génitaux, par stimulation directe, par exemple. Et à ce moment-là, la sensibilité passe des organes génitaux à la moelle épinière, puis retourne directement aux organes génitaux sans que ça passe, sans que ça remonte jusqu'au cerveau. Et ça fonctionne. C'est un réflexe au niveau de la moelle épinière qui fonctionne en soi. Le problème, c'est que la personne ne le sent pas nécessairement. J'ai une dystrophie musculaire. Cette maladie-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle atteint les muscles de mon corps. On commence par les bras, les jambes, ensuite les organes vitaux. Quand on parle de mes organes génitaux, ben oui, je les sens très bien. J'ai une sensation sur tout mon corps. La dystrophie n'attaque pas la sensibilité. Alors oui, je peux avoir des érections, puis je peux éjaculer, puis avoir des enfants, puis avoir une vie, entre guillemets, normale, parce que qu'est-ce qu'une vie normale? On dirait que chez la femme, il y a comme tout un côté érotique, sensuel qui est développé, ou que les femmes mettent beaucoup l'accent là-dessus. Ça reste que la pénétration est fonctionnelle, entre guillemets, parce que s'il y a un manque de lubrification, on peut se servir de type de lubrifiant qui existe sur le marché et la relation sexuelle peut se produire. Tandis que c'est plus comme au niveau orgasmique. Puis il y a des femmes qui ont développé d'autres sensations, d'autres parties de leur corps avec lesquelles elles peuvent avoir des sensations, les hommes aussi. Mais des fois, c'est au niveau des seins. Il y a déjà comme un apprentissage au niveau des caresses, au niveau du plaisir qui est fait au niveau des seins. Et si la sensibilité reste, bien, à ce moment-là, elles peuvent continuer à se faire toucher au niveau des seins pour avoir du plaisir. Si je pouvais changer le passé, je le ferais. Ce matin-là du 19 mars 1999, j'irais pas faire du ski.
aussi, j'ai besoin de me sentir touchée, de me sentir vivante. Au moment de l'accident, il n'y a pas juste la colonne qui est cassée. L'image de soi a été cassée. Il faut qu'ils refassent leur image d'eux autres-mêmes. Il faut qu'ils retrouvent leur confiance en eux autres. Il faut qu'ils refassent des apprentissages. Donc, à ce moment-là, ils ont besoin de sentir qu'ils sont encore des hommes. Tout comme les femmes ont besoin de sentir qu'ils sont encore des femmes. C'est sûr que les gens vont penser que c'est une personne qui est différente et qui vont penser que leur sexualité est différente parce qu'ils se déplacent différemment, parce qu'ils mangent différemment, parce qu'ils communiquent différemment. Ils vont penser que c'est presque des extraterrestres à la limite. Mais je pense que la pensée, c'est pas nécessairement un réflexe d'infantiliser, mais de plus de dire « Ah, elle est différente, cette personne-là ». C'était qui, ce gars-là? Michel, c'est un ami. Quelle sorte d'ami? Ça te tenterait pas d'être plus clair? Ben, il part pas mal vite. Son chèque, tu vas y envoyer par la poste? Wow! J'ai pas besoin de payer pour baiser. Puis de ce temps-là, les chèques que je signe, c'est à ton nom que je les fais. Ouais, pis? L'appartement, c'est moi qui le paye. Puis moi, je m'occupe de toi. Imagine-toi pas que je sais pas que ça t'écœure de me laver puis t'occuper de moi. Ben oui, ça m'écœure. Si je pouvais changer le passé, je le changerais. Nathalie. Si je pouvais m'organiser toute seule, je le ferais. Nathalie! Puis si je pouvais avoir des amants tous les soirs, mais je le ferais aussi. Nathalie, arrête là. Arrête. Non! C'est toi qui vas arrêter. Tu vas arrêter de me traiter comme si j'étais un enfant. J'ai 35 ans, Catherine. Je suis en parfaite santé. Nathalie, ce gars-là, il s'intéresse pas à toi. Il était juste curieux, ou ben pervers, mais c'est juste un abuseur, Nathalie. C'est ça ton problème? C'est pas de me voir baiser qui te dérange. C'est de penser que je peux séduire un homme. Je te dégoûte tant que ça. Quand les gens voient une personne en fauteuil roulant ou qui a un handicap quelconque, ils vont être portés à lui parler comme un enfant. Quand quelqu'un m'aborde, il me demande, pas mon nom, hein, il me demande combien il y a de batterie après ça. Salut, mon nom c'est Richard, ça va bien? 2-12 volts en série, 24. Les gens, ou ben non, j'ai mon chien. Ah, t'as un bien beau chien. À l'image de son maître, madame. Le plus gros des préjugés que j'ai eus en amour, ce sont les beaux-parents. Ça, c'est incroyable. Incroyable. J'ai déjà un de mes beaux-pères qui a dit à une de mes ex, « Qu'est-ce que tu fais avec ça? » Je vais répéter, hein? « Qu'est-ce que tu fais avec ça? » Sincèrement. Sincèrement. Pour moi, le « ça », c'est la poubelle que je vais porter dans le container le matin en me levant. C'est ça. D'être en fauteuil roulant, le préjugé, c'est plus moi qui me le fais. Mettons, je sors, là, puis je vois une femme qui me plaît. J'ose pas l'aborder, puis je me dis, je suis en chaise roulante, ça voudra pas. Elle va être mal à l'aise. C'est moi qui me donne mal à l'aise. Les personnes handicapées eux-mêmes sont porteurs de certains préjugés envers eux-mêmes ou envers les gens qui les entourent. Donc, c'est un travail qu'on a à faire de dire, bien, regardez, ces personnes-là ont droit à une sexualité. Et puis, c'est pas parce qu'ils peuvent plus sentir certains endroits, qu'ils peuvent plus marcher,
que c'est une sexualité qui est nécessairement moins belle ou moins bonne. Au départ, avec les informations que j'avais eues de d'autres gens, je m'attendais au pire. Mais dans le cas de mon copain et moi, le pire était pas là. Je croyais vraiment qu'il n'y avait aucune sensibilité à partir du bas du corps parce que je connaissais pas vraiment son handicap, mais j'étais agréablement surpris. Ça fonctionnait très bien. Souvent, les gens ne savent pas, par exemple, en ce qui concerne la sexualité, qu'ils peuvent avoir des érections, ne savent pas qu'ils peuvent avoir qu'ils peuvent être fertiles, ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir des relations sexuelles, ils ne savent pas quelle est la nature du désir et quoi faire aussi avec le désir et comment ça se fait, par exemple, qu'ils peuvent sentir plus ou moins un orgasme, mais non pas comme ils le sentaient auparavant, mais plutôt dans la partie du corps qui est encore sensible. Donc, la rééducation, c'est beaucoup de l'enseignement. Si on laisse passer la crise aiguë avec ce que ça implique d'éléments de survie, d'effets médicamenteux, de déstabilisation de la santé, là. Mais si on passe 1 mois, 2 mois après, effectivement, il n'y a pas de différence entre l'imaginaire sexuel, les fantasmes, le désir en général, avec tout ce que ça représente de relationnel, de soins du corps, d'apparence et tout le reste. S'il est un homme a une lésion à la moelle épinière, souvent il va avoir comme les muscles des jambes inférieures qui vont être atrophiés, la masse musculaire va diminuer. Il va y avoir aussi peut-être des soins à apporter au niveau urinaire, au niveau intestinal. Donc, ça remet tout le fonctionnement de la personne en jeu. Et puis, est-ce que la conjointe va vouloir accepter tout ça? Comment elle va pouvoir érotiser son conjoint à travers tout ça? Il y en a qui réussissent à le faire. Ça, c'est officiel. Mais ça demande un travail. Je dirais que ça se fait pas du jour au lendemain. Quand je veux séduire une fille, sincèrement, je dois avoir une approche différente. Puis je pense que c'est la meilleure façon avec celle de l'âme. Quand on est capable d'avoir une approche avec l'âme, on peut faire bouger des montagnes. C'est quoi l'âme? C'est quoi faire une approche avec l'âme? C'est avec une magie, avec quelque chose qu'on a en dedans. Pas avec la superficialité, pas avec le beau char, puis les pecs. J'en ai pas de pecs, écoute. J'en ai pas, puis j'en aurai jamais. Avec ce qu'on dégage. Moi, c'est avec ce que je dégage en dedans. Les préjugés que j'ai eu à faire face, t'es handicapé, tu bandes pas, ne donneront pas de plaisir. Il y a des femmes qui trouvent qu'on a de la fragile. Ils ont peur de me faire mal des fois. Pourquoi ça me dérange tant que ça? C'est une femme, pas un enfant. C'est normal qu'elle ait envie d'un homme. Oui, la première relation était vraiment très rassurante et très douce. Mon copain a quand même pris le temps de me mettre à l'aise aussi et de se mettre lui aussi à l'aise. C'est pas toujours évident non plus pour une personne de montrer ses malformations et de rentrer en relation avec une personne aussi. Là. On a toujours des ajustements quand on tombe en couple. Puis des découvertes à faire sur le corps de notre partenaire. Alors, mon copain a été très sensible à ça. Donc, il y a une différence entre les réactions des partenaires où leur conjoint vient juste d'avoir un accident et puis les conjointes qui sont avec quelqu'un qui a un handicap physique depuis la naissance, que ce soit paralysie cérébrale, dystrophie musculaire. Les réactions sont pas les mêmes parce que la partenaire qui va choisir de vivre sa vie avec un homme qui a un handicap depuis sa naissance, c'est que ça va être par choix. Tandis qu'une femme, une conjointe,
conjointes qui, ils ont leur petit train-train. Du jour au lendemain, son mari se retrouve en fauteuil roulant. Il y a beaucoup d'agressivité, de colère, de remise en question. Et des fois, ça demande... il y a beaucoup de couples qui se séparent, hein, ça, il ne faut pas se le cacher. Mais ça demande tout un remaniement des rôles dans le couple. Quand j'étais plus jeune, je croyais pas que j'allais avoir autant de succès avec les filles. Pourquoi? Ben parce que j'étais très différent, puis je le voyais que j'étais différent. Ça m'empêchait pas d'avoir des amis, mais je croyais pas qu'un jour j'allais avoir une relation sexuelle ou des relations sexuelles actives, puis je suis pas déçu, hein? Je suis vraiment pas déçu. Salut. La physio, ça a bien été? Super. Je me suis amusée comme une petite folle, tu devrais venir. Tiens. Encore? Il y a eu un appel. Je pense que c'est ton gars. Ouais. On soupe ensemble demain soir. Puis si tout se passe comme je l'entends, je rentrerai pas coucher. Nathalie, j'aimerais mieux que tu rentres. Avec lui. J'ai juste peur. J'ai peur que t'aies encore mal. Ben voyons. Il y a beaucoup de choses qu'il faut que je réapprenne. Comment bouger, comment manger. Mais il faut que je réapprenne à vivre avec les autres. Pas juste avec toi. Ouais. Avec Michel, c'est qui a fait les premiers pas? Les premiers pas. Excuse-moi. Je pense qu'eux ont une part d'éducation à faire, d'en parler, juste que la famille soit au courant, la famille, les amis, la famille élargie. Déjà là, si on donne l'information que c'est encore possible que ça soit véhiculé sous forme d'humour ou de conversation plus sérieuse, je pense que oui, ils ont un rôle d'éducation. Et à ce moment-là, quand les gens autour sont au courant, le message peut se propager. Préparer à une première relation sexuelle, ils n'ont pas besoin de cours pour ça. Mais ça va plutôt être préparé à comment parler aux gens. On va leur donner des trucs. Comme, par exemple, je vais vous dire parler aux gens, mais on va peut-être leur enseigner comment danser en fauteuil roulant. Parce que ça, c'est une chose. Avant, ils dansaient debout. Maintenant, ils ont à danser en fauteuil roulant. Mais il y en a qu'il va falloir qu'ils apprennent à danser. Et c'est très beau voir danser quelqu'un en fauteuil roulant. Il faut dire aussi que nos connaissances changent. Hein? Ça a beaucoup évolué au cours des années. Il y a 30 ans, on ne connaissait rien là-dedans. On commence de plus en plus à avoir des connaissances non seulement au niveau du fonctionnement, je dirais, cellulaire, neurologique, mais au niveau de la psychologie qu'il y a derrière ça. Et c'est important que si un membre du couple a une blessure médulaire, que le couple explore ces choses-là, travaille ensemble, s'amuse ensemble, à essayer de trouver les manières alternatives d'éveiller la sexualité. Il faut qu'ils apprennent de nouvelles sensations. Surtout les personnes qui ont perdu la sensibilité superficielle de leur corps. Il est possible que les zones érogènes aient changé de place, mais il faut qu'ils apprennent ces nouvelles sensations-là. J'ai eu des patientes ou des gens qui m'ont dit que le cou, c'était un endroit très, très sensible, où ils pouvaient même avoir des sensations tellement élevées que les gens
disent avoir un orgasme, ou les pieds, les orteils, les mains, le dos. Donc, il y a comme tout un transfert des zones érogènes. Puis ça demande une ouverture d'esprit dans le couple pour la personne, parce que avoir un orgasme en se faisant caresser le gros orteil, mettons qu'on s'attend pas à ce que ça se passe comme ça. C'est sûr que, bon, physiquement, je peux pas faire tout ce qu'une autre personne fait. Je suis obligé de faire rêver ma partenaire en lui racontant souvent des histoires, en la caressant doucement. Je passe par ses pensées, par ses émotions, qu'est-ce qu'elle aime. Il est important de savoir qu'est-ce que nos partenaires aiment. Si on ne le sait pas, à quoi bon faire l'amour? Juste pour nous? Égoïste. Et beaucoup de gens sont égoïstes. Hein? Ils pensent juste à eux. Si je peux m'exprimer ainsi, ils pensent seulement qu'à se vider. Ils oublient la vraie nature. Les gens oublient la vraie nature de la sexualité. Au lit avec lui, il n'y en a plus de fauteuil. Il y a juste sa peau. Ma peau. Il y a juste un homme et une femme qui s'aiment. Moi, j'ai toujours vu mon copain comme une personne et non pas comme une personne handicapée. Je tombe en amour avec la personne et le fauteuil est venu avec. C'est pas facile d'être une personne handicapée physique, vous savez. Mais c'est pas facile d'être un homme ou une femme tout court. C'est juste une petite marche de plus. Mais moi, je la prends la marche. Je la prends, je fonce dans le tas. Puis d'ailleurs, pour venir faire l'entrevue, il y avait 2 marches. Hein. Les gars, ils m'ont arrangé ça. Je suis après pensé pour que je redescende après. C'est moi. Aïe, aïe. Dans quelques instants, au Choix de Sophie, les animatrices Monique Giroux et Minou Petrovski nous disent qu'elles ont pensé de cette grosse brique, la biographie de la chanteuse Juliette Gréco. Et Patrick Bergeon, lui, nous dit quels sont, selon lui, les 5 meilleurs CD de l'année 2001.